Bienvenue dans ce tout nouveau format sur la chaîne dédié aux personnalités et aux entrepreneurs qui nous partagent leurs histoires, leurs secrets et leurs visions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Rich pour un face-à-face. Bonjour Steve, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Mathieu, oui tout à fait, Steve Rich, j'ai 47 ans, je suis né à Aubernais, petite ville alsacienne, et voilà, je suis le papa de deux garçons, Maxime et Louis, et chef d'entreprise aussi un petit peu. Chef, un petit peu, Un petit peu. un tout petit peu. Euh, tu viens d'où exactement? C'est quoi ton parcours? Quelles étaient tes études par exemple? Alors moi j'ai grandi à Guerdvillers, dans la capitale du pain d'épices, je suis un peu comme Obélix tombé dedans quand j'étais petit. Ensuite j'ai eu un parcours assez classique, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Strasbourg. J'ai enchaîné avec une licence en alternance à Nancy, puis une école de commerce à Nancy, avant d'être embauché dans le marketing, dans le vin, puisque c'était une passion. Et rapidement, en fait, voilà, l'entreprise familiale m'a rappelé, si on peut dire. Et voilà, c'est en 2002 que je suis rentré dans l'entreprise familiale, le 1er juillet exactement. Donc en fait, c'est comme ça que tu es devenu entrepreneur. Alors, c'est comme ça que j'ai déjà compris le métier d'entrepreneur, parce que je pense qu'avant de le devenir, il y a tout un parcours, hein. Je pense qu'il faut déjà apprendre, il faut essayer de comprendre. J'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans avec mes parents qui étaient entrepreneurs, et j'ai beaucoup appris à leur côté, à leur côté. Et oui, c'est comme ça qu'on peut le devenir en tout cas, ouais. Tu peux me présenter l'entreprise, me dire comment ça a démarré, peut-être la genèse de la société? Ouais, alors Fordwenger, c'est une entreprise qui a toujours été située à Guerdvillers, qui existe depuis 1768, d'abord dans le centre du village, qui était déjà connue. Mon grand-père l'a racheté en 1963. Ensuite, mes parents ont pris la succession en 1977. Pour ma part, donc, je suis rentré en 2002 dans l'entreprise et j'ai repris la direction le 1er janvier 2017. Voilà, Fordwenger, c'est une PME alsacienne ancrée dans son territoire avant tout, qui a quasiment 200 salariés, 13 points de vente, 3 sites de fabrication, 2 sites logistiques et une boutique à Paris, une boutique en ligne. Voilà, donc pas mal de choses, pas mal d'occupations. Et j'ai vu que tu avais repris une chocolaterie aussi récemment. Tu peux nous en parler? C'était quoi, il y a 2 ans Ah, c'est il y a 18 mois derrière, hein, c'est le 1er septembre de l'année dernière, hein, 1er septembre 2023. Puisque en fait, derrière cette chocolaterie était laissée à l'abandon par le groupe C'est Moi qui souhaitait eh bien, licencier tout simplement l'ensemble des collaborateurs. Quand j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, alors que j'étais en vacances, je me suis dit, waouh, c'est pas possible, cette entreprise, elle est super connue, ça fait ma jeunesse, il y a peut-être quelque chose à faire. Et de là, j'avais tout simplement contacté Laurent Furst, le maire de Molsheim, pour lui dire, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Il m'avait directement orienté sur les dirigeants de l'entreprise. Et de là, on est parti, on a construit le projet. Et j'ai repris donc le 1er septembre 2023, une entreprise en fait, voilà, qui avait des murs, qui avait des machines, qui avait des gens extraordinaires, avec beaucoup d'ancienneté, mais sans clients. En fait, la vraie problématique du dossier, c'est que c'est moi ayant des usines un peu partout en France, a pris l'ensemble de ce qui était dans le carnet de D'accord, commandes pour le faire fabriquer ailleurs. Mais voilà, si c'était à refaire, je le referais, c'est une belle histoire. d'accord. Donc tu as réussi à conserver les employés en plus? Oui, la totalité, en fait, ça fait partie directement de mes engagements et de la négociation qu'on a eue avec le groupe C'est Moi également. Alors ça paraît un peu spécial de travailler avec un nouveau produit comme ça, dont les coûts en matières premières ont explosé. Est-ce que c'est juste le cœur qui t'a fait reprendre cette chocolaterie ou est-ce que tu avais quand même un objectif de business vraiment derrière? Alors, moi, je suis un peu atypique, je pense, dans le monde de l'entrepreneuriat parce que derrière, à chaque fois que j'ai voulu raisonner que business, en fait, j'ai réussi à me planter. Et à chaque fois que j'ai raisonné un petit peu plus large, un petit peu avec le cœur, je dirais, c'est là où, quelque part, quand tu réfléchis à faire plaisir à tes clients, je dirais, c'est là où moi je m'y retrouve. En tout cas, je pense que voilà, c'est à chacun son type d'entrepreneuriat. Moi, je sais que derrière, oui, c'était d'abord le cœur, bien sûr, pas de manière déraisonnée, hein, parce que voilà, je dis souvent, je suis un peu le chef de famille enfin, de 200 familles en Alsace, donc je dois faire attention à ça, donc pas faire n'importe quoi. Je dirais, mais oui, c'est d'abord le cœur. Je me suis dit, c'est pas possible de laisser cette entreprise emblématique alsacienne de Molsheim ainsi dépérir. Et après, voilà, au fur et à mesure, on a trouvé des solutions, mais c'est vrai que c'est encore un gros challenge. Quelle galère t'as rencontré dans cette opération? J'imagine que c'est pas anodin quand même de reprendre ça.
Non, c'est pas anodin. Après, les galères, bah, il y en a eu beaucoup, hein, des galères, je dirais. Bah, la première, c'est de se retrouver le 1er septembre sans commande, puisqu'on n'avait pas de clients. Ça, c'était une vraie galère. Après, derrière, bah, je reprends quand même une activité qui, et tu en as parlé juste avant, bah, prend une secousse au moment où je la reprends, hein, puisque clairement, Ouais, lorsque je rachète, il n'y a pas de problématique sur le c'est chocolat. arrivé au même moment, en fait, C'est arrivé juste quasiment. après, c'est arrivé allez, moins de 6 mois après, en fait, on prend une secousse comme il n'y en a jamais eu dans les 50 dernières années, hein, clairement. Ouais. Donc complètement chamboulé, le métier est chamboulé. Voilà, tous les confrères sont chamboulés et nous, on est là au milieu, dans un univers qu'on connaît un peu moins aussi. Oui, donc ça, c'est une vraie galère. Ouais, c'est une vraie galère. Tu as redesigné un petit peu? Enfin, j'ai vu, la différence entre les chocolats qu'on voyait avant et puis ceux qu'on voit maintenant, hein. Donc on a un petit exemple sur la table, Oui, voilà. Alors je vais le prendre, hein, quand même oui. pour le montrer. Ça c'est vraiment, une nouveauté, hein, voilà. Tu peux nous en parler un petit peu? Bah alors, cette nouveauté, moi, je la dois dans le premier sens à mes garçons, puisque bah, derrière, c'est eux qui regardent plus TikTok que moi. Et derrière, voilà, le Chocolate Dubaï, bah, c'est devenu quelque chose d'assez viral sur TikTok et autres. Ils m'en ont beaucoup I parlé. ils ont quel âge juste? Ils ont 12 et 16, D'accord. donc en plein cœur de l'âge de la cible TikTok. Et derrière, voilà, ils m'en ont parlé. Et à un moment, je suis allé à l'usine, j'ai dit voilà, je veux aussi quelque chose comme ça. Une tablette, tout simplement, en mode chocolat Dubaï. Sauf que bah, mon responsable de prod a fait une tablette, mais voilà, c'était franchement pas terrible parce qu'on n'est pas super bien équipé à la base pour faire en mode Dubaï la tablette. De là, le lendemain, en fait, il revient avec ce lapin tout vert que je regarde un peu bizarrement et je me dis waouh, c'est quand même bizarre ce que tu nous as fait parce que c'est pas commun. Et en fait, j'ai eu la certitude, ou quasiment la certitude, que ça allait marcher quand je suis rentré encore une fois à la maison. Et j'avais de la casse de ce produit-là que je voulais tout simplement faire goûter à mon épouse, Céline. Et je pose ça sur la table. Je reviens 5 minutes après Il y en et avait plus. il n'y avait plus. Et je me dis, waouh, mais c'est où les garçons, qu'est-ce que vous avez fait? Papa, papa, il est trop bon ton chocolat. C'est le meilleur du monde. On n'a jamais goûté un chocolat comme ça. Je dis, ah, ok, là on y est. Donc le produit, il est original de par sa couleur. Et a priori, il est bon. Ce que je pensais aussi, mais moi je suis très amateur de pistache. Et voilà, l'histoire est partie en fait en disant, bon allez, je vais en faire 900 pièces un peu pour les garçons pour voir. Et au final, on a fabriqué plus de 200 000 lapins de ce type-là, lapin Dubaï. Énorme, énorme. Donc Énorme. ça a cartonné à Pâques? Ça a cartonné à Pâques, hein, c'est une des références qui a le plus cartonné à Pâques. Ça nous donne également des perspectives pour Noël. Euh, Là, tout de suite, on fabrique des tablettes avec cette recette-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a retourné la chocolaterie 18 mois après son rachat et retourné positivement. Aujourd'hui, voilà, moi, ce que j'aime le plus, on va dire, c'est retrouver l'ambiance de cette usine avec les gens qui sont fiers, puisque c'est quelque part, c'est eux qui ont trouvé cette recette aussi, et je tiens à les féliciter. Et derrière, je dirais, voilà, on a vraiment aujourd'hui de nouveau de l'entrain dans l'usine, du dynamisme. Et d'une usine qui paraissait obsolète pour certains, aujourd'hui devient avant-gardiste, puisque avec les machines qu'on a, nous sommes sans doute la chocolaterie la mieux équipée de France aujourd'hui pour faire ça. Justement, j'ai vu aussi que tu allais faire une extension ou une nouvelle usine, c'est quoi ce Oui, projet? alors le projet, c'est tout simplement de faire découvrir l'univers du chocolat. Donc on a prévu 1500 mètres carrés qui vont commencer à être construits là dès cette année au mois de juillet, à l'intérieur duquel on aura trois grands pôles tout simplement. Le premier pôle, ça sera une boutique avec tous les produits Fort Wenger, dont bien entendu les chocolats. Un deuxième pôle qui sera quelque chose, une espèce d'école du chocolat, j'appelle ça. C'est un endroit où les petits et les grands enfants que nous sommes pourront eux-mêmes faire leur chocolat en Des mettant ateliers, des, quoi, des ateliers avec des toppings, en rajoutant bah, de la pistache, de la noisette, de l'orange et ainsi de suite dessus, pouvoir écrire des choses aussi avec un salon de thé qui sera à côté. Et la troisième des choses, c'est la découverte de la chocolaterie et du monde du chocolat à travers un parcours ludique, interactif, qui reprendra tout simplement de la fève de cacao jusqu'au chocolat, toutes les étapes, pour bien expliquer ça aux consomme-acteurs, comme j'aime appeler nos visiteurs, pour également rentrer dans la production, pour voir finalement comment est-ce qu'on transforme le chocolat. Une question qui se pose, est-ce que, c'est une force d'avoir tes propres points de vente par rapport à ça, par rapport à la diffusion de tout ça? Est-ce que comment tu vends? Comment tu distribues? Ah, clairement, c'est une force, hein. Mes parents avaient commencé, je dirais, avec ça, hein, tout en vendant en grande distribution et à d'autres réseaux.
Aujourd'hui, c'est une des forces de l'entreprise, c'est que le principal client de l'entreprise est l'entreprise elle-même, puisque grâce à nos points de vente, notre Internet, nous faisons environ 40% de notre chiffre d'affaires. Au-delà du chiffre d'affaires, je dirais l'intérêt de nos boutiques, c'est quoi? C'est que quelque part, on peut développer des nouveautés, et c'est là où moi j'arrive à m'éclater, sans avoir en fait de commande de clients, puisque notre propre client de nos magasins sont toujours d'accord avec moi-même, on va dire. C'est pratique, C'est c'est bien très pratique. pratique, on va dire, et c'est vrai que c'est ce qui fait sans doute la différence entre une entreprise comme la nôtre aujourd'hui et beaucoup d'autres. C'est sans doute ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Ouais, tu peux essayer plein de choses en On fait. peut essayer sans aller dans des grands volumes. Et surtout, ce qui se passe, c'est que, alors moi, par contre, je suis un vrai fanatique de l'étude marketing, mais j'en fais jamais avant. Je fais uniquement quand le produit est dans nos magasins. Donc là, je peux rester des après-midi à regarder finalement discrètement le consommateur, aller même leur poser des questions, leur demander pourquoi vous avez choisi ça. C'est un super moyen en fait C'est de c'est tester le la vraie produit. réalité. C'est Ouais. la vraie réalité. Ouais. Maintenant, j'aimerais passer un petit peu plus sur toi, perso, par rapport à ta vie d'entrepreneur, ta vision d'entrepreneur, savoir un petit peu, on dit souvent que les erreurs, c'est ce qui sert à former. En fait, c'est pas forcément les succès. Je vais te poser la question tout à l'heure de ton meilleur succès. Et là, maintenant, je te pose la question de ton pire fail. Je sais pas, une erreur stratégique et comment tu as pu rebondir et qu'est-ce que tu en as appris? Alors, forcément, quand on est entrepreneur, on prend des gamelles. J'en ai pris aussi, hein. Allez, mon pire truc, je dirais, je pense que c'est quand j'ai ouvert, mais c'est aussi là où j'ai le plus appris, hein, donc la plus grosse, c'est aussi celle qui m'a Ouais, appris le plus. c'est ce qu'on dit en général. C'est là où Ouais, on ouais, apprend et ouais. c'est ce qui nous Et permet de moi, rebondir. là où j'ai beaucoup appris, en fait, c'est quand j'ai ouvert le musée Hanzi à Colmar. On avait fait un investissement quand même qui était très élevé, hein, pas loin de 3 millions d'euros. Euh, C'était un de mes premiers projets aussi. Alors, pour rappel, tu as, je crois, acheté les droits Les de... droits à l'image en fait de Hanzi et l'ensemble des tableaux de Hanzi. Et on a ouvert ce musée à Colmar il y a un peu plus de 10 ans. Et alors qu'on a une surface de vente de 500 mètres carrés, je fais le premier week-end des marchés de Noël, et c'est le jour où on a ouvert, moins de chiffre d'affaires que ma boutique qui fait 30 mètres carrés. Ouais. Avec un loyer qui n'est pas le même, avec des frais qui ne sont pas les mêmes, et ainsi de suite, et ainsi Ouais, de donc suite. là, problème, quoi. Un gros problème, surtout que bah, le lundi, qu'est-ce qui se passe en plus? Derrière, on se tape 4 contrôles, hein, donc on a les fraudes, l'hygiène, l'URSSAF, il y a tout le monde La qui vient parce totale. qu'on était dans le journal le week-end. Ok, Enfin, ouais, 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 ok. non, vraiment, vraiment, vraiment galère. Et j'ai beaucoup appris. J'ai appris pourquoi? Parce que finalement, en fait, pour moi, et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui, le succès, la réussite se place dans les détails. C'est l'ensemble des détails qui font que le produit va plaire. Il ne faut pas juste faire quelque chose, c'est comme une œuvre d'art. En fait, il faut vraiment tout sculpter au détail. Ça peut être la lumière, ça peut être les Mm. plantes, ça va être le prix au bon endroit, ça va être le personnel, l'habillement du Ouais. personnel. Il y a beaucoup de choses en fait, et chaque chose va faire 0,5, 0,3, 0,8% de chiffre d'affaires. Et il y a tellement, tellement de choses en fait. Et voilà, ça m'a rendu beaucoup plus attentif, beaucoup plus perfectionniste aussi sur tout ce que je fais. Et voilà, je remercie l'échec. Ouais, ben, comme tout le monde, hein, tout le monde fait des erreurs, c'est comme ça qu'on grandit. Alors maintenant, à l'inverse, meilleur succès. D'après toi, c'était quoi ton meilleur succès, si tu veux nous partager ça? Franchement, après, j'en ai eu beaucoup des succès, hein, sans vouloir. Ah, je pense que le meilleur succès, c'est peut-être le jour où j'ai gagné le prix du jeune entrepreneur, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, lorsque je suis parti de rien en rachetant ses droits aussi, hein, concernant Andy, et que j'ai créé cette marque, voilà, tout seul, j'irai, et accompagné ensuite d'entreprises agroalimentaires parce que c'était un succès collectif. Voilà, après, j'ai aussi le souvenir du Palais du Pain d'Épices que j'ai pu créer il y a plus de 15 ans aussi, qui était un souvenir extraordinaire. Une aventure humaine aussi avec des équipes autour de moi extraordinaires. Ouais, le Palais du Pain d'Épices peut-être quand même à Guerdvillers, quoi, parce que derrière, ça a marqué pas mal de choses après. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai eu C'est quelques devenu en succès. plus un lieu touristique, quoi. Ouais, on est Vraiment, quoi, aujourd'hui hein. le quatrième lieu touristique privé, je parle des privés, le plus visité en Alsace, avec un peu plus de 70 000 visiteurs.
Et c'est vrai que c'était à l'époque, le tourisme industriel n'existait pas. Et de faire quelque chose comme ça, beaucoup se sont dit, il est fou. C'était un peu le cas avec le recul, mais j'étais dans la réalité. J'étais dans la C'est un réalité. peu ce que tu vas reproduire avec la nouvelle chocolaterie que tu es en train d'installer. Oui, tout à fait. Alors voilà, là, j'ai eu la chance de faire un deuxième sujet comme ça. C'est ce que je dis souvent avec le musée Anzi, en fait, où j'ai pu, à partir d'une feuille blanche, m'éclater à faire ça. Là, ça va être mon troisième dossier de ce type-là. Et la chocolaterie, ouais, bah, je lui souhaite que le même succès que les deux autres, je dirais, avec l'expérience que je peux avoir aujourd'hui, les partenaires et voilà, toutes les équipes autour de moi. J'ai pas de doute qu'on va le faire bien. Est-ce que tu as des anecdotes, j'imagine? Est-ce que tu peux nous en partager une ou deux? Alors, je rappelle quand même aux personnes qui vont voir cette vidéo que Steve n'a pas voulu les questions en amont, hein, donc Non. grand honneur à toi par rapport à ça. Et donc voilà, si tu as quelques anecdotes à nous raconter comme ça en impro, Alors, des anecdotes concernant quoi? Parce que forcément, je vais en avoir, mais par rapport à ton parcours, peut-être? par rapport à mon parcours, des anecdotes, je dirais que ma plus grande expérience a sans doute été... Non, c'est plus qu'une anecdote. Allez, je vais aller sur une leçon de vie. Je vais aller sur une leçon de vie, en fait, celle qui a sans doute fait aussi quelque part aujourd'hui l'homme que je suis, je dirais, c'est le Covid. Le Covid, en fait, on s'est retrouvé ici en Alsace, premier touché avec Mulhouse, Colmar. Rapidement, je me suis dit, mince, j'ai plus de travail. Derrière, ma boîte, elle était à l'arrêt, comme beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de salariés. Et beaucoup de gens Et beaucoup de aussi gens, sur le carreau, voilà, quoi. on était préoccupés. Et moi, je sais pas rien faire, en fait. C'est vraiment, si tu veux, le truc qui m'angoisse le plus, c'est rien faire, quoi. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et je me suis retrouvé, en fait, comme tout le monde, en fait, à l'arrêt. Et je me suis dit, ouais, mais je peux quand même faire quelque chose, c'est pas possible. Et de là, je me suis dit, bah, j'ai des EPI, donc des masques, des blouses, j'ai tout ça. Bah, pourquoi j'irais pas donner mon gel aux hôpitaux de Colmar, de mon usine à N6M, qui est pas très loin. Et j'ai fait ça, j'ai vu, clairement à ce moment-là, j'ai compris le mot guerre, on est en guerre. Parce que quand j'étais arrivé à l'hôpital avec mes cartons, on va dire mon coffre plein, certes, mais enfin, c'était pas non plus la livraison de l'année, hein, c'était pas un semi-remorque, hein. Mm. Et j'ai vu la joie que j'ai pu procurer en fait au personnel soignant. Je me suis dit, waouh, on est vraiment en guerre. Et de là, bah, j'ai récupéré mon matos de garde Villers aussi et j'ai vraiment tout donné à la maison de retraite de Bar, où j'avais en l'occurrence la mamie à Nicolas Riffel, un de mes meilleurs amis, qui était là-bas. Et donc, du coup, je leur ai ramené ça. Et pareil, j'ai vu la même chose. Et là, je me suis dit, waouh, ok, bon, on va se mettre en guerre aussi, quoi. Et on va aider comme moi je sais aider, c'est-à-dire avec mes moyens. Et derrière, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, j'ai réussi à trouver la formule du gel hydroalcoolique. On a fabriqué du gel hydroalcoolique avec la distillerie Meyer, mais également plein d'autres. Ouais, j'ai vu qu'il y a eu une vraie Ah ben, symbiose avec plein d'autres entreprises, quoi. j'ai jamais autant travaillé. Il n'y avait pas de jour, hein, il Ouais, n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas ouais, de ouais. dimanche. Moi, j'avais de la glycérine qui sert en fait à fabriquer le gel hydroalcoolique. Et de là, voilà, c'est parti. Et j'ai vraiment, je crois que j'ai livré 70 pharmacies. J'ai livré le SDIS du Bas-Rhin, le SDIS du Haut-Rhin. J'ai livré, je crois qu'on a fabriqué 80 tonnes, il me semble, de gel hydroalcoolique. Enfin, Tout ça de ton propre chef, en fait. oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai pu avoir voilà, les autorités, Madame Klinkert par exemple, ou d'autres qui étaient également engagés sur ce front-là, avec des associations colmariennes aussi, voilà, des super souvenirs derrière, magnifiques d'entraide. Et de là, quelque part, où est quelque part la finalité de tout ça? Qu'est-ce qui a changé en moi? Eh bien, quelque part, c'est aussi le jour où, quand moi j'étais dans la misère au mois de novembre, lorsqu'on nous ferme les marchés de Noël, lorsqu'on nous ferme un petit peu toute cette économie et donc le business du pain d'épices, qui est mon principal business, je me retrouve avec beaucoup de marchandises que je vais devoir jeter. Et là, en fait, j'ai eu le retour, on va dire, du bâton, mais dans le bon sens des choses, puisque les gens ont été hyper solidaires de moi, de mon entreprise, de mes collaborateurs, ont acheté énormément les cadeaux d'affaires et ainsi de suite, de pain d'épices, grâce aussi notamment à une émission 7 à 8, hein, qui était absolument incroyable. Et je dirais que ouais, ça m'a changé ma vie d'entrepreneur. J'ai appris à donner sans rien en échange. Je sais que c'est comme ça qu'il faut donner. Il faut pas, quand tu donnes quelque chose, tu le donnes. Hmm. Tu Il ne faut attends pas pas. attendre un retour, Non, voilà. non, ça c'est Ouais, en fait, ma... ouais, Et c'est une ouais, bonne philosophie, ouais, c'est clair qu'il ouais. faut... Parce que sinon tu peux être déçu. Et moi, j'ai pas envie d'être déçu dans ma vie. J'ai pas besoin de ça.
Donc voilà, moi quand je donne, j'attends rien. Je donne parce que je pense qu'il est nécessaire de donner, de partager. Et ouais, je pense Faire le bien, en que fait. faire le bien, ouais, Ouais. j'ai appris à faire ça. Et je pense que ça fait partie aujourd'hui de mes caractéristiques d'entrepreneur aussi un petit peu. Et sans doute aussi ce qui fait un peu le succès aussi de Fort Wenger, parce que je pense que bah, forcément mon image est liée à celle de mon entreprise et vice-versa. Mais voilà, c'est une belle histoire, c'est une belle leçon de vie aussi que j'apprends à mes garçons notamment, parce que voilà, je trouve que c'est important. Ouais, c'est intéressant. Je vais revenir à toi perso. Dans quel domaine est-ce que tu excelles? Toujours par rapport à l'entrepreneuriat, d'après toi, quels sont tes points forts? C'est compliqué de parler de mes points forts, je peux parler de mes points faibles. J'aime pas la routine. J'aime pas la routine, j'aime pas les choses en fait où je dois faire trois fois la même chose. C'est pas Ça là où rejoint j'aime. une autre question que j'avais sur est-ce que tu as une routine journalière ou un truc comme Non, ça? ouais, moi c'est l'inverse de la routine. Et je dirais que à travers les points faibles, éventuellement, on peut savoir où sont mes points forts. C'est que comme j'aime pas la routine, je suis très déstructurant ou très créatif. Je dirais, voilà, je pense que de ce qu'on me dit en tout cas, c'est pas à moi de me juger, mais a priori, ouais, ça doit être un de mes points forts. Ça déroute des gens, ça peut dérouter des gens. Ça peut dérouter des gens quand on n'a pas l'habitude de travailler avec moi. C'est vrai qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, pourquoi il fait comme ci, pourquoi il fait comme ça? Mais c'est vrai que voilà, j'ai une faculté et j'adore en tout cas créer. Moi, c'est vraiment mon job, on va dire. C'est voilà, tout ce qui est différent de hier à aujourd'hui, bah, c'est pour ça que je suis là. Tout ce qui est la même chose d'hier à aujourd'hui, bah, je pense que j'ai des super collaborateurs qui font ça très très bien. Alors, autre question, qu'est-ce que tu aimerais apprendre et pourquoi? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Bah, il y a beaucoup de choses à apprendre derrière. Alors moi, j'adore voyager, donc si j'avais le don, je dirais, de pouvoir parler plusieurs langues pour parler à plein de gens, on va dire, dans leur langue, ce serait sans doute le vœu que j'aurais, ouais, ça serait sans doute ça, ouais, d'être excellent en anglais, mais peut-être en italien, en espagnol, en chinois, en japonais, en arabe, dans toutes les langues, en fait, pour pouvoir mieux communiquer avec les gens. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs? Ouais, je pense que le premier conseil, je dirais, il y en aurait 2 dans le même, hein. Ça serait, écoutez-vous d'abord et écoutez les autres ensuite, mais peut-être pas dans l'autre sens. Je pense que d'abord, il faut avoir ses propres, convictions, et derrière, bien sûr, une fois que tu as tes convictions, quand même, éventuellement voir avec d'autres qu'est-ce qu'ils en pensent, mais ne pas perdre ses convictions parce qu'au fil de l'eau, ben, on peut déstructurer l'idée avec ça. Et je pense que la deuxième des choses, ça serait de vous poser pas de problème, quoi, poser des solutions. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi à mes collaborateurs. Arrêtez avec les problèmes. Les problèmes, ils ont une solution. Venez avec des solutions, pas avec des problèmes. Quel conseil, toujours dans la même veine, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a peur de prendre son premier grand risque? Bah, le premier conseil que je dirais, c'est faut faire ça comme un escalier. Moi, c'est comme ça que je vois ma vie entrepreneuriale aussi, hein. C'est allez-y marche par marche. Il vaut mieux y aller doucement et prendre le moins de risques possible. Après, le risque est toujours là quand tu entreprends. Par contre, on peut monter les marches très vite, mais par contre, derrière, il ne faut pas vouloir passer les marches, à mon avis, parce que c'est là où éventuellement on peut tomber en arrière. Donc voilà, y aller prudemment, mais y aller de manière en marche forcée. Ouais. D'accord, donc ça veut dire que s'il y a des investissements à faire, des fois, il faut y aller quoi, pour passer Il cette faut y marche. aller, il faut regarder également personnellement bah, si c'est vraiment nécessaire. Et il faut regarder, on va dire, le ROI. Moi, je réfléchis toujours en ROI, hein, derrière, combien ça va rapporter, en combien de temps ça peut rapporter. Si aujourd'hui, si je te donnais un salaire très très confortable, est-ce que tu serais prêt à retourner dans le salariat? Alors, sincèrement, le salaire, il peut être plus que confortable, on va dire. Jamais je pourrais, non, c'est plus dans ma nature. Et même si je gagnerais 10 fois plus, on va dire, que ce que je gagne aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus, moi, aujourd'hui, que ce que j'ai. Donc, non, 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 clairement, ça serait pas possible. Je pourrais pas me faire dicter des ordres, on va dire. Ou alors, il faudrait vraiment que je connaisse très, très bien, et éventuellement, on va dire, la personne, mais je pense que j'aurais vraiment du mal, hein. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander, c'est-à-dire des livres, des podcasts, des choses qui, toi, t'ont fait grandir et te font encore avancer aujourd'hui? Bah, moi, aujourd'hui, clairement, je travaille avec ce qui se fait de plus moderne, hein, il faut rester à la page. Donc, moi, aujourd'hui, à quoi je travaille? Je travaille avec l'IA. Clairement, c'est mes recherches, hein, que ce soit dans le marketing, dans le juridique, dans les finances. Bien sûr, je suis très bien accompagné.
Mais comme je m'arrête jamais, il y a des moments où je peux pas contacter, on va dire, d'autres personnes. Donc, personnellement, aujourd'hui, l'IA, c'est génial. Si on sait l'utiliser, et je pense que je l'utilise pas encore très bien, mais quand même, je dirais c'est l'avenir et il faut pouvoir utiliser ce moyen-là, je pense, aujourd'hui. Un dernier mot peut-être, je sais pas si tu as un message à passer, aux personnes qui vont nous regarder? Bah, un message à passer. Moi, je pense que derrière, la vie d'entrepreneur, elle est belle. Je pense que ceux qui entreprennent, ils ont de la chance. Des fois, c'est difficile. Des fois, voilà, on peut ne pas dormir, hein. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à tous les entrepreneurs, je pense. Mais après, il faut se nourrir des succès, pas des échecs. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre? Les réseaux sociaux, là où tu es le plus actif? Oui, un petit peu, ouais, sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou suivre Fort Wenger également. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de me détacher doucement des réseaux parce que voilà, j'aime bien mon intimité aussi et c'est important pour moi d'avoir son coin de paradis secret, son petit jardin secret, on va dire. Voilà. Eh ben, un grand merci à toi pour cette interview. Merci à toi. Voilà, j'espère que ce face-à-face vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez découvrir d'autres personnalités et d'autres entrepreneurs dans les semaines à venir. Et je vous dis à très bientôt.